Communauté métropolitaine de Québec et M. François Proulx de la Ville de Québec. Je vais vous faire le résumé de nos conférenciers. M. Labonté est titulaire d'un certificat en économie, d'un baccalauréat en géographie avec une spécialisation en transport en géomatique appliquée. Ça fait juste la troisième fois que je le fais un matin, puis j'ai encore de la misère. Désolé. OK. Géomatique appliquée en transport, ainsi que d'une certification comme chargé de projet au PMI qui est en cours de réalisation. Il œuvre comme coordonnateur en géomatique et en technologie de l'information à la Communauté métropolitaine de Québec depuis 2002, où il dirige une équipe de 5 personnes. La nature des projets en géomatique à la CMQ varie entre autres par l'implantation de cartes interactives d'analyse en statistique pour l'aménagement du territoire et à l'environnement et en transport. Pour M. Proulx, après ses études au baccalauréat en chimie, M. François Proulx a obtenu une maîtrise en chimie à l'Université Laval en 1987. De 1987 à 1990, il a travaillé dans le domaine pharmaceutique avant de poursuivre dans le domaine de l'environnement au laboratoire de génie sanitaire du Québec. Il a notamment occupé le poste de directeur du laboratoire. En 1999, il est devenu chef du laboratoire à la Ville de Québec. En 2000, il a obtenu un diplôme de deuxième cycle en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. En 2002, il est devenu directeur de la division des laboratoires de la Ville de Québec pour ensuite être promu directeur de la division de la qualité de l'eau de la Ville de Québec en 2009. Entre-temps, il a obtenu un doctorat à l'Université Laval en 2009 dans le domaine de la qualité de l'eau potable. Donc, messieurs, à vous l'honneur. Bonjour, merci à tout le monde d'être ici. Ça va se faire en deux blocs. Je vais faire la partie mise en contexte et le plus vite possible, je vais remettre le micro auprès de François qui va être beaucoup plus intéressant que moi. Et aussi, tout le côté chimique et géomatique. La chimie, on n'en fait pas beaucoup. C'est des projets quand même assez rares. Et d'avoir quelqu'un d'aussi prestigieux que François, là, je l'ai sorti, c'est quand même le directeur de l'eau potable à la ville. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas la CMQ, c'est le territoire ici. Territoire né des fusions de 2002, lors des fusions municipales. Territoire constitué des MRC de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, Lévis et l'agglomération de Québec. On est passé cette année à plus de 800 000 personnes. Vaste territoire, 3500 km² en territoire municipalisé et près de 9500 km², incluant les TNO, des territoires non organisés, qui ça se rend jusqu'à... Ici, c'est tout près de Chicoutimi, nous. Mission de la CMQ, développer une plus grande cohésion entre les interventions municipales, comme tout regroupement MRC ou territoires régionaux. Les mandats, on est un organisme de planification, de coordination en aménagement, en environnement, en transport, en développement économique et en gestion des matières résiduelles côté Rive-Nord. Le conseil est administré par les élus, dont le maire de Québec est toujours d'office le président, le maire de Lévis le vice-président. Les 3 préfets de MRC que j'énumérais tout à l'heure sont également sur le conseil et 12 autres conseillers nommés répartis entre la Ville de Québec et Lévis. L'hypothèse de départ du projet. Je crois que personne ne peut être en désaccord que l'urbanisation a un effet sur la quantité d'eau souterraine par l'imperméabilisation de certaines zones du territoire. 2, la qualité de l'eau par des activités incompatibles. Écoutez, dans les prises d'eau, dans les bassins versants de prises d'eau potable, il y a des écuries, il y a des cours à scrap, il y a toutes sortes de choses, il y a beaucoup de résidentiels. Et il y a des gens qui ont leur puits dans ça. Et en amont, en aval de tout ça, il y a 2 prises d'eau potable qui alimentent 1 demi-million de personnes. Fait que les gestionnaires du territoire doivent se préoccuper de la ressource en eau pour des fins de potabilité. Parce que plus d'eau, en passant, on peut même pas vendre une maison que l'eau n'est non potable, c'est illégal. Le mandat qui a été donné à François, en étroite collaboration avec le laboratoire accrédité de la Ville de Québec pour les analyses physico-chimiques et microbiologiques, ces normes-là, moi je ne les connais pas, et les OBV de la capitale de Charlevoix et Montmorency ont procédé en 2017, répartis sur 2 années, 2 campagnes d'échantillonnage d'analyse d'eau des puits privés dans les bassins versants de prise d'eau potable. Prochaine slide. Les objectifs, on voulait connaître la qualité microbiologique et physico-chimique de l'eau consommée par les propriétaires, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils boivent. Connaître l'influence des activités du territoire sur la qualité et la quantité. Offrir une participation, aux participants une analyse détaillée, fait que une fois que l'analyse était faite des 32 éléments chimiques,
François retournait un bilan à chacun des propriétaires le désirant. Ça vaut quand même à peu près 300 $ chaque. À peu près 300 $ chaque. Fait que c'était payé aux mains de la CMQ et de la Ville de Québec. Production aussi de 2 rapports publiés 2017-2018 qui sont publics. La campagne d'échantillonnage. 2184 puits ont été échantillonnés sur le territoire, en amont des prises d'eau potable, bien entendu, ce qui représente environ 30 % pour l'instant des 6700 puits, à peu près, qu'il y a sur le territoire des 2 bassins versants. Les partenaires, CMQ Ville de Québec, les 2 OBV. Le territoire. Un territoire de 1418 km². Pour se situer, l'île d'Orléans ici, la Ville de Québec ici, Lac-Beauport, Stoneham, Tewksbury et la municipalité ici, Sainte-Brigitte-de-Laval. Population desservie dans ça ici, 53 000 personnes, mais en amont, il y a des prises d'eau potable ici, c'est un demi-million, fait que il commence à avoir du monde à alimenter. On fait un petit zoom sur la carte. C'est la partie nord de l'agglomération de Québec. Les points, c'est tous les puits échantillonnés qu'on a sur le territoire là, qui ont été développés. Population d'environ 45 000 dans le premier bassin versant. Il y a quand même une plus grande densité. Presque toute la municipalité de Lac-Beauport est également dans ce type de bassin-là. L'autre bassin versant, principalement bâti à Sainte-Brigitte-de-Laval, partie nord de la Ville de Québec, un territoire de 1073 km², mais beaucoup moins de monde, 8 000 personnes. Le rôle de la géomatique, il n'a pas été si grand que ça. Ça a été le travail, je crois qu'elle est ici dans l'assistance. Caroline, qui est dans le coin là-bas, c'est elle qui a géré les 5 étapes. Elle est gênée, là, elle parle pas. Par contre, ça a été un des projets qu'on a mené à la CMQ qui a eu plus d'impact que j'ai mené malgré les étapes ici. Fait que le premier travail, il fallait identifier les propriétaires sur plus individuels. Fait qu'il a fallu se bâtir une base de données avec les données municipales. Analyser une répartition spatiale. Pour ne pas avoir de biais scientifique, il fallait avoir une uniformité territoriale. Une fois que les échantillons étaient pris, envoyés à François, nous, on a jumelé toutes les analyses physico-chimiques sur la matrice graphique pour savoir chacun des 32 éléments sont sur quel lot. On a, après ça, procédé aux analyses spatiales en fonction des données physico-chimiques selon les différents éléments demandés par François. Et cartographie et diffuser les résultats tout en mode sécurisé. Fait qu'on a mis ça aussi sur une carte interactive, mais je peux vous dire que personne n'a accès à ça, là. À part François et les gens de la CMQ, on ne peut pas donner accès à ça. Ici, en passant, c'est un exemple des coliformes totaux qu'on retrouve sur le territoire. Fait que les gens qui sont contaminés, ils ne savaient pas. Là. Maintenant, je passe la parole à François. Évidemment, on l'a redit. Donc, merci. Pourquoi qu'on a choisi... Je vais rajouter un petit détail à ce que Bruno a dit, c'est que la Ville de Québec, on a été intéressé aussi, c'est un peu égoïste de notre part, parce que le bassin versant, on est en eau de surface pour les deux prises d'eau, on est en eau de surface, mais il faut comprendre qu'en période d'étiage intense, notre eau de surface, il n'y en a presque pas, puis c'est de l'eau souterraine qui vient alimenter nos cours d'eau, qui par la suite est traitée à nos usines. Donc, on avait besoin de savoir la qualité de cette eau-là, en vertu d'un règlement qu'on doit appliquer chez nous, le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Donc, on doit établir la vulnérabilité de nos eaux potables. Donc, moi, j'avais un problème, je ne connaissais pas mon eau souterraine, puis d'aller planter 3-4 000 piézomètres sur le territoire, je me dis, ça va me coûter une fortune, à plusieurs milliers de dollars le piézomètre, je ne m'en sortirai pas vivant. Donc, ce que j'ai dit, je vais utiliser tous les puits artésiens des gens pour me servir de ça comme piézomètre. En fait, c'est comme ça que j'en suis suivi. Puis moi, j'ai vendu à la CMQ qu'il y aurait des analyses gratuites. Vous vu comme je suis retard et pas très gentil, mais il faut arriver à nos fins dans la vie. Donc on a choisi nos paramètres pour savoir c'était quoi l'influence des installations septiques autonomes. Et puis, on voulait aussi savoir qu'est-ce qui se passe sur nos routes, puisqu'on voit apparaître, nous, à nos prises d'eau, de façon épisodique, des sels de déglaçage, des chlorures de sodium dans notre eau potable. Et puis, on voulait aussi évaluer la qualité géologique, parce qu'on est en train de faire une étude avec l'Université Laval sur la qualité géologique de l'eau. Donc, la signature géologique, donc on avait besoin de données pour eux autres. En même temps, on va y aller.
Les 32 paramètres sont là. Je ne vous rentrerai pas dans le détail de chacun des paramètres. Vous ne m'aimerez pas. La plupart des gens n'aiment pas leur cours de chimie. Ça ne change pas avec le temps. Donc, seulement pour vous dire que là-dedans, il y en a qui sont liés à la présence de faux septiques, les éléments nutritifs que sont le phosphore, l'azote, nitrite, nitrate. D'autres qui sont des cations anions majeurs et puis d'autres qui sont liés à la géologie des sols. Donc, on a fait toutes nos analyses et on a retenu seulement les paramètres qui avaient une importance au niveau de l'influence pour les installations septiques autonomes, les ISA. Donc, E. coli, qui sont Escherichia coli, qui sont des bactéries qui viennent du tractus intestinal des animaux à sang chaud, dont les humains. Donc, normalement, dans une eau souterraine, on n'est pas censé trouver des E. coli. On a fait aussi des coliformes totaux qui nous permettent d'avoir une meilleure identification, une meilleure connaissance de la microbiologie de l'eau. Azote ammoniacal, donc normalement on ne trouve pas ça non plus dans l'eau souterraine. L'azote ammoniacal vient des organismes vivants en grande partie. Azote total, nitrite, nitrate, la même chose. Phosphore total, ça vient de la décomposition des organismes vivants. On a aussi utilisé des indicateurs de la présence des sels de déglaçage. Conductivité, chlorure. Pourquoi je fais conductivité et chlorure? La conductivité, en fait, c'est la présence de tous les métaux dissous. Et puis les chlorures, c'est pour savoir la part, dans la conductivité, la part qui est attribuable au sel de déglaçage. Il y a eu 16 cartes générées. Malheureusement, je ne peux pas toutes vous les présenter ici, parce qu'on manquait de temps. Il y a beaucoup, finalement, je faisais une présentation complète, vraiment complète de cette étude-là. Ça vous prendrait l'après-midi pour avoir tout ce qu'on a fait là-dedans. Donc, on est obligé de se résumer un peu. Donc, j'ai retenu seulement 2 paramètres, chlorure et E. coli, mais j'aurais pu en mettre d'autres. Même avant-hier, j'avais encore des choix déchirants à faire. J'ai décidé de m'arrêter. Donc, chlorure et E. coli, je vais vous présenter. Donc, dans le bassin versant de la prise d'eau de la rivière Saint-Charles, vous avez les résultats qu'on a obtenus. En rouge, ce sont tout ce qui est influencé, ce qu'on considère comme influencé. Dans cette étude-là, ça a été complexe de déterminer qu'est-ce qui est influencé et non influencé. Parce que la norme pour l'eau potable est à 250. Mais à 250, on a déjà une eau contaminée. Donc, moi, je ne veux pas attendre d'être contaminé. Je veux voir si c'est influencé par la présence des sels. Compte tenu que dans une eau souterraine qui n'est pas influencée par l'ancienne mer de Champlain, etc., et qu'il n'y a pas de dépôt de sel, normalement, je ne devrais pas avoir de chlorure de sodium dans l'eau. Donc, j'ai décidé de prendre une moyenne géométrique dans ce cas-là, ou de voir, on a regardé aussi les seuils statistiques, pour voir où est-ce qu'on avait des retombées, comment que je pourrais dire, des changements de courbe pour voir, pour établir nos seuils. Ça a été complexe, ça a été long, j'ai consulté plusieurs spécialistes. Moi-même, j'avais de la difficulté à y voir clair des fois, mais on a fini par s'entendre. Donc, ça vous donne une répartition de la présence des sels qui sont assez étendue dans le bassin versant ça c'est la rivière Saint-Charles. La même chose pour la Montmorency. Vous voyez que plus qu'on s'approche du milieu urbanisé, bien plus qu'on voit de chlorure de sodium. Vous connaissez déjà la fin, c'est comme un film américain. Ça fait que la fin est connue d'avance. Probablement que c'est les sels de déglaçage qui influencent ces chlorures-là. La présence des chlorures. Donc la même chose pour les E. coli. E. coli, évidemment, il y en a moins. Il faut comprendre qu'un E. coli, là, ça a peur de son nombre. Donc, un Escherichia coli qui s'en va dans l'environnement, normalement, il n'est pas censé durer longtemps. C'est fait pour vivre à 37 degrés dans un intestin présent de sels biliaires et patati patata. Ça il prend beaucoup de conditions. Là, on le met dans une eau qui ne contient rien de ça, il ne vit pas longtemps. Donc, de voir des E. coli dans un puits, c'est exceptionnel. Ça devrait rester du domaine d'exception. Et puis, dans le cas qui nous occupe, à peu près 20% des de l'ordre de 20% des puits à peu près étaient contaminés. Donc ici, on vous montre seulement les E. coli parce qu'on avait les coliformes totaux, on avait les bactéries atypiques, on avait d'autres bactéries, là, mais à peu près 20% avaient une contamination microbiologique quelconque. Et puis, pour le bassin de la Montmorency, c'était beaucoup moins influencé. Il y a beaucoup moins de points rouges. Il faut comprendre que quand il y a un point rouge ici, c'est une norme, ce n'est pas un seuil. Ça veut dire que c'est non potable. La personne ne peut pas prendre son eau, c'est impossible. Donc, on a pris tous ces résultats-là. On a fait faire un de mes étudiants à la maîtrise qui a fait une analyse statistique de tout ça. J'ai reçu le rapport
jeudi ou vendredi dernier. Je me suis tapé une fin de semaine de lecture pour vous mettre des beaux petits résultats frais. Donc, on a fait des analyses par régression linéaire multiples, univariées, multivariées. Je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez avoir des détails, vous viendrez me voir après ou vous me poserez des questions après. Donc, en fin de compte, le univarié, c'est qu'on rentre les variables une. On compare tout le temps notre variable explicative et notre variable dépendante et indépendante. Et puis, multivarié, on les rentre de façon stepwise, une après l'autre, jusqu'à temps qu'on ait un meilleur résultat possible. Donc, il y a 26 caractéristiques qui ont été analysées, dont la densité d'installation sceptique autonome, densité du réseau routier, caractéristiques hydrostratigraphiques, densité du milieu bâti, indice drastique. Toutes des données qui doivent vous rappeler des choses. C'est beaucoup d'analyses géométriques. Donc, ce sont toutes les variables. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous donner une idée du travail qui s'est fait là-dedans. Donc, les modèles avec les plus forts potentiels explicatifs, nous, on a gardé seulement les modèles qui avaient plus que 25 de la variance qui était expliquée. Puis, on a gardé un P à 0.0001. Normalement, c'est 0.001 qu'on garde, mais on a mis 301. Pourquoi? Parce que quand on a fait l'échantillonnage, il n'a pas été de façon statistique. On a demandé aux gens, voulez-vous faire partie de l'étude? Donc, ça veut dire que ceux qui avaient peut-être des problèmes n'ont pas embarqué dans l'étude. Donc, on a mis un billet, puis notre statisticien, qui est un statisticien de l'Université Laval, Gaëtan Daigle, il nous a dit, dans ce temps-là, on rend le seuil d'explication beaucoup plus sévère. Donc, on se fouette un petit peu, on se flagelle pour avoir un meilleur modèle. On a vérifié toutes les corrélations spatiales, donc on a enlevé tout ce qui était problème de corrélation spatiale pour pouvoir garder un modèle qui était significatif. Donc, les modèles qu'on a retenus, c'est azote total Keidal, l'azote total, en fait, qu'on appelle, qui est un modèle qui explique 31,9 de la variance, qui est très bon dans le domaine environnemental. Nitrite-nitrate, 24,7 et E. coli, 68,7 Donc, on n'est pas loin de tout expliquer pour le E. coli. Les variables explicatives qui étaient les plus corrélées, c'était densité de ISA par kilomètre carré, nombre d'ISA, la présence dans la zone 2 du RCI, parce qu'on a un RCI, il faudrait une autre présentation pour vous expliquer qu'est-ce qui était la zone 2, mais c'est une zone qui est très, très sensible au développement urbain, et puis en épaisseur moyenne des dépôts meubles. Ça, c'est ce qui influençait ce que j'appelle les caractères qui sont liés au ISA. Pour tout ce qui était relié au sel de déglaçage, les mêmes genres de modèles, 44,23 de la variance est expliquée, donc c'est très bon aussi. Et puis, qu'est-ce qui vient de l'expliquer? Bien, je vous le donne en mille, c'est densité du réseau routier, proportion du territoire développé, épaisseur moyenne des dépôts meubles, pente moyenne du réseau routier. Donc, forcément, on a un problème avec notre réseau routier. Conclusion. Donc, l'étude a permis de mieux comprendre les phénomènes régissant la contamination des eaux souterraines. Jusqu'à venir jusqu'ici, on avait des intuitions, on n'avait pas d'assurance. Notre intuition était claire, mais l'assurance n'était pas nécessairement là. C'est une étude qui a une ampleur sans précédent. On a cherché à travers la planète, là, il n'y en a pas qu'avec une étude étendue aussi vaste. On parle d'un coût d'environ 700 000 C'est rare des études qui sont aussi équipées, aussi documentées. Ça a pris 2 années. Donc, une forte densité d'ISA, un développement urbain augmente l'échange de contamination de l'eau souterraine. Et puis, un réseau routier développé aussi peut l'influencer, surtout au niveau des chlorures de sodium, des sels de déglaçage. Au niveau des perspectives, donc, ces résultats-là, vous comprenez que ça nous a coûté 700 000 $ les accumuler. Je ne veux pas qu'ils dorment dans un garde-robe à quelque part. Donc, il faut les valoriser le plus rapidement possible parce que ça a une date d'échéance, des résultats comme ça. Parce que dès qu'il y a un développement qui va se passer, bien, ça va tout changer la signification de nos résultats. Donc, on veut améliorer en donnant ces résultats-là à l'Université Laval, au département de géologie, pour faire une relation avec la qualité de l'eau souterraine, une espèce de passage, mais un petit peu plus détaillé. On veut valoriser la banque de données pour réaliser d'autres études dans le futur, pour aider les gens à prendre de meilleures décisions sur le territoire. Et puis, on veut, là, ce que je vous ai présenté, les résultats statistiques, c'était seulement pour le bassin de la rivière Saint-Charles. Là, on veut répéter la même chose pour le bassin de la rivière Montmorency. Merci. Je suis dans le temps.
Merci beaucoup. Belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Suite à l'étude que vous avez réalisée, est-ce qu'il y a des actions qui sont à prévoir à l'avenir, par exemple, au niveau de, le sel de déglaçage sur le réseau routier, vous parliez tantôt de contaminants par rapport à des fermes ou des choses comme ça. Est-ce que la communauté prévoit mettre des règlements en place ou vous attendez le résultat des autres études au niveau de la géologie? Il y a déjà un règlement qui a été mis en place, un règlement de contrôle intérimaire. Je vais vous dire que règlement de contrôle intérimaire, c'est comme une sentence, c'est une des pires sentences qu'on peut mettre dans une ville, là. Ça veut dire que on stoppe les choses, puis on dit à tout le monde, on fait ça. C'est pas la meilleure façon. La meilleure façon, c'est de travailler de façon en collaboration avec les autres villes. Évidemment, ce sont des résultats qui ont été présentés à l'ensemble des maires de la région. Ils sont conscients de la problématique. Puis il y a d'autres résultats que je ne vais pas montrer aujourd'hui. Il y a des zones là, que naturellement, il ne devrait pas avoir de développement. Il y a des fluorures de façon naturelle. C'est pas les humains qui ont apporté ça, c'est la nature. Il y avait ça un temps de Jacques-Cartier. C'est pas les humains qui ont apporté ça. Mais il faut que les gens tiennent compte de ce qui se passe dans le souterrain pour le bâti. Donc, ils sont influencés. Ils ont été initiés à tout ça. Et puis actuellement, on travaille avec la CMQ pour une vision sur l'eau qui devrait faire partie de la prochaine mouture du plan métropolitain de développement et d'aménagement. Donc, on y va comme ça, essayer de convaincre plutôt que... je pense que c'est plus permanent comme solution. Merci. Autre question? Merci. Je me demandais par rapport à la pente du réseau routier, est-ce que vous avez trouvé une pente critique après laquelle, ou c'est une pente générale qui a une influence sur les résultats? L'étude est encore récente. 175 pages, je pense, qu'il y avait l'étude. J'ai lu ça en 2 jours, en fin de semaine. Donc mais j'ai pas par cœur les pentes, là. J'ai ça dans l'étude. Peut-être si vous m'envoyez un courriel, je vais pouvoir vous l'envoyer, vous le dire. Il y a une chose que je retiens, par contre, c'est quand il y a une pente qui est forte, il y a plus de chances qu'il y ait présence d'égouts pluviales. Puis si il y a ces égouts pluviaux-là, il y a plus de chances qu'ils drainent les routes puis qu'ils aillent vers l'eau de surface et non vers l'eau souterraine. Ça, c'est une des conclusions qu'on a. Donc, les pentes très fortes, il y a moins de danger que ça y aille dans le souterrain. Puis dans les pentes plus faibles, il y a plus de chances que ça s'infiltre. Donc, on l'a de façon intuitive déjà. La classe des pentes, je ne les ai pas par cœur. Non, mais je reviens, désolé. Merci. Oui, je me demandais, est-ce que par rapport à votre portrait que vous avez présentement, il y a des zones qui ont déjà été approuvées pour un nouveau développement, que comme mesure, comme d'urgence, il y a comme un plan d'action qui est prévu, comme mettons pour l'implantation de fosses septiques, si vous avez prévu des fosses fermées, en attendant d'avoir une vision des meilleures zones qui peuvent être développées avec les contraintes qu'on connaît. Et même chose pour l'application des meilleures mesures de gestion des eaux pluviales, entre autres pour essayer de capter les sels avant qu'ils se retrouvent dans le souterrain puis dans les eaux. Bon, moi, je suis de la Ville de Québec, là, je ne suis pas de la CMQ. Donc, il y a un RCA, un règlement de contrôle intérimaire, qui oriente déjà ces choses-là, qui gère ça, ouais. Mais les sels de glaçage, ça reste un problème majeur. Parce que ce sont 85%, je pense, des routes qui amènent un problème. Ce sont des routes provinciales là, du ministère du Transport. Puis, il y a une sécurité routière qu'il faut qu'il applique et blablabla et blablabla. Donc là, on est en pourparlers pour travailler avec eux, pour diminuer ça. Je les ai vraiment, en tout cas, je pense que je leur ai donné un coup. Ça les a surpris énormément que ça pouvait influencer la qualité de l'eau. Alors que moi, je ne pouvais pas comprendre que le monde ne faisait pas de relation, là, mais déjà, c'est nouveau, en fait. On vient de les sensibiliser à ça.
C'est ça. Donc, c'est la première étude dans ce genre-là. Donc, quand j'en ai parlé l'année passée à la session AQTR, l'Association québécoise des transports air, je ne sais pas trop c'est quoi. Et donc, je leur en ai parlé, ils étaient tous étonnés. J'ai eu comme 30 minutes de questions à la suite de ça. Puis moi, j'étais étonné parce que je dis, ben voyons, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est ce qu'on apprend. Là. Fait que les sels qui sont mis, c'est ce qui est le plus soluble. Vous le savez, hein, dans l'eau de mer, il y a 35 000 ppm de sel. Donc, on est capable d'en dissoudre beaucoup de sel. Mais il faut que je recommence. Il faut prendre le bâton de pèlerin, essayer de convaincre. Il y a des professeurs d'université INRS qui travaillent avec moi pour essayer de traiter. Mais moi, pour moi, en environnement, il ne faut pas traiter, il faut prévenir. Hein. C'est mieux de prévenir, c'est plus permanent comme solution. Mais on travaille là-dessus. On travaille. Il y a des mentalités à changer. Ouais. En fait, ben, c'était déjà un peu connu. On se doutait qu'il y avait des chlorures qui venaient du sel de glaçage dans l'eau souterraine. C'est bien parce que là, vous l'avez vraiment prouvé, puis c'est vraiment un beau pas en avant, je trouve. C'est vraiment génial. Je me souviens pas là, de votre slide, là, j'ai peut-être passé tout droit. Est-ce que vous avez tenu compte du type de sol dans vos paramètres de corrélation entre, principalement, le sel de déglaçage, mais aussi par rapport aux contaminations via les fosses septiques et parce qu'il y a certes, je crois que ça doit être pris en compte, mais je me souviens plus. Oui, on a regardé la typologie des sols, effectivement. C'est une des variables. Là. On ne me rappelle pas comment on a mis de type de sol, mais on a pris la carte des sols. Là. Je ne me rappelle pas. Donc, elle a un niveau de précision qui est moyen. Hein, je dirais, c'est pas haute celle du MRN. Là, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à l'Université Laval, là, dans l'étude qu'on a donnée, on a donné une étude qui va, à terme, qui va avoir coûté 700 000 aussi. Donc, on va avoir mis 1 400 000 dans cette étude-là, à terme. Là. Donc, on leur a donné une étude pour leur a demandé de raffiner le type de sol, puis les dépôts aussi, le type de dépôt, pour avoir une meilleure idée d'où sont les zones à risque de développement. Effectivement, la conductivité, nous, on l'avait déjà remarqué. Moi, quand je suis rentré à la Ville de Québec en 99, on avait 1 ou 2 épisodes par année à la prise d'eau de présence de sel. Bon, on prévenait les hôpitaux, parce qu'il faut prévenir les hôpitaux quand il y a trop de sel dans l'eau. Même si ça ne se goûte pas, il peut y avoir un risque pour les patients. Maintenant, je préviens les hôpitaux à peu près 30 à 35 fois par année. Donc, ça a augmenté beaucoup, parce qu'il y a les changements climatiques. Ça fait qu'on a plus de redoux en hiver. Et puis, on a des autoroutes qui sont rejetées. L'autoroute dont je ne me rappelle jamais le numéro, là, qui s'en va à 73, 273. Ouais. Mais elle a été refaite, élargie, celle qui s'en va au Saguenay. Là. Non, le lac Saint-Charles, c'est le réservoir. Puis notre prise d'eau est à 15 km en distance rivière, là, plus bas. Là. C'est ça. Il y a 2 rivières qui alimentent la rivière Saint-Charles, 2 affluents, la rivière Nelson, la rivière Jaune, puis il y a le lac Saint-Charles qui est le réservoir. Donc, en période d'affluence d'eau, quand on a beaucoup d'eau, 80% de l'eau vient des rivières affluentes, puis en période d'étiage, à peu près 20% vient des rivières, puis le reste vient du réservoir. À peu près là, les vieilles statistiques. Oui, bonjour. Vous parliez d'un modèle explicatif donc, que vous avez développé pour valider ce qui pouvait expliquer ce qui se passait sur le terrain. Est-ce que vous avez l'intention d'extrapoler en fait et d'utiliser ce modèle-là comme prédictif pour avoir une cartographie plus précise et plus explicative de tout l'ensemble du terrain? C'est le but. C'est pour ça qu'on essaye de... ceux qui ont fait un peu de modélisation, hein, vous le savez, on arrive... Le but, c'est d'arriver à un modèle à 99,999. Tu sais, moi, en chimie, c'est ça. En bas de 99,998, on n'est pas satisfait. Mais là, je me suis en environnement, c'est pas là. Fait que à 70%, je vais être tellement heureux. Là, puis après, là, on va être capable de faire de la modélisation qui... Parce que vous comprenez qu'on affecte le droit de propriété des gens. Il faut faire attention. Le droit de propriété, c'est un des derniers droits qui nous restent. Ça fait qu'il faut pas l'attaquer trop fort. Fait qu'il faut être sérieux. Quand on s'en va limiter un droit de propriété de quelqu'un, il faut avoir des bonnes raisons. Là. Merci beaucoup, messieurs.